Vous êtes sur Radio Support, j'espère. Si vous n'y êtes pas, vous n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Voilà. La station des rapins. Des rapins, c'est-à-dire les gens qui peignent, qui sculptent, qui gravent, qui illustrent, qui dessinent, quoi. Mais des rapins plus particuliers, comme les vrais rapins, sans foi, sans loi et sans corbette. On va pas aller se foutre à quatre pattes devant un galériste ou devant un marchand de tableaux pour vendre nos croûtes. Non. On attend qu'ils viennent, mais ils viennent pas. L'émission à Racaille du mardi 28 janvier 2019 pour un entretien dont la partie artistique avec la... Écoutez bien, cramponnez-vous, avec la petite fille et l'arrière-petite-fille de Jules Grandjean. Eh oui. Voilà, donc Noémie Coquelin et Marianne Coquelin. Noémie, sa petite-fille, Marianne, son arrière-petite-fille. Et Jules Grandjean, Jules Grandjean, c'est un peintre, un dessinateur, un affichiste, un syndicaliste révolutionnaire, libertaire français. Donc voilà, nous sommes arrivés chez Noémie ce dernier jeudi pour qu'elle nous raconte un peu son histoire avec son grand-père, et Marianne, son arrière-petite-fille, était là aussi. Et c'était tout en émotion. Voilà. Ah oui, c'était une sorte de féerie, quelque chose comme ça, quoi. C'est pas du Walt Disney, mais bon, c'est tout le quartier. On arrive dans une petite rue qui tourne d'une manière invraisemblable. On se disait qu'on allait se retrouver au début de la rue, à la fin de cette rue, avec des vieilles maisons parisiennes, et on entre dans un immeuble avec un jardin. À Paris, oui, il y a des jardins à Paris, on découvre de plus en plus. Et au fond de ce jardin, un immeuble aussi, un autre immeuble, avec un escalier et de la moquette, ces vieux escaliers parisiens, voilà. Et on entre dans un appartement, on entre dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de France, dans l'histoire politique, anarchiste surtout. Mais un appartement, voilà, il n'y a rien de clinquant, c'est de très bon goût, voilà, il n'y a rien de choquant, c'est pas l'appartement du bourgeois qui veut se la jouer, pas du tout. Pourtant, on est dans une famille quand même, il faut le dire, bourgeoise, mais d'intellectuels, d'universitaires, voilà. Le grand-père, en Grandjean, serait fier de sa descendance. Et d'ailleurs, mais nous, on a assisté, si vous voulez, à un festival avec sa petite fille qui raconte son enfance avec ce grand anarchiste. Et là, alors là, on fond, on craque, on capitule, on s'écrabouille, parce que c'est vraiment elle fait remonter dans ses souvenirs toute une poésie de souvenirs d'un pays, d'une banlieue qui n'existe plus malheureusement. Voilà, très proche de Paris, c'était tout de suite la campagne. Voilà. Paris était cerné par la campagne, ça n'existe plus. Voilà, et donc dans cette banlieue où elle allait passer avec ses frères, avec ses cousins, ses week-ends, avec ce grand-père magnifique, eh bien, elle nous raconte ça pendant 1 heure, enfin, on y reste un peu plus longtemps, mais il a fallu goûter avec des éclairs au café, pas des petits éclairs de supermarché, des vrais éclairs de vrais boulangers-pâtissiers. Voilà, donc on peut préciser que Noémie a 91 ans, ouais. Et ça rajoutait à l'émotion. On a pendant 1 heure un peu plus, on est passé du 19e siècle, la fin du 19e siècle, Grandjean est né en 1875, au 21e siècle. Et là, dans cet appartement, on a vu défiler quasiment 3 siècles. Ah ben, c'est quelque chose, hein. Voilà, donc on a gardé l'entretien à peu près tel qu'il s'est passé, c'est-à-dire que Noémie a raconté, elle a raconté avec son cœur, avec ses souvenirs, et on a gardé ces souvenirs tels qu'ils sont, et on verra qu'on arrive effectivement de souvenirs d'enfance et de jeu à l'engagement de Jules Grandjean petit à petit, quoi. Oui, c'est ça, c'est très important, parce que, bon, évidemment, maintenant, il a un peu disparu dans la mémoire collective. Alors que lorsqu'il était vivant, lorsqu'il travaillait à l'assiette au beurre pendant 10 ans, etc., c'était quand même une vedette, hein, on veut dire, il faisait le show, hein, pour parler comme aujourd'hui. Voilà, et elle, sa petite fille, elle essaye de maintenir cette mémoire en éditant des catalogues de ses œuvres, etc., etc., etc. Voilà, donc on lui laisse sa parole. Ouais.
Il habitait aux environs de Paris, près de Villecrène, là, du côté de hier, Boissy-Saint-Léger. Et il avait un jardin, un grand jardin. Alors évidemment, il nous emmenait le samedi et le dimanche. On allait le samedi après-midi et le dimanche, on allait chez lui à la campagne. C'était la campagne à l'époque. Oui. Et alors on se promenait dans ce bois. Et moi, je me souviens petite y avoir vu des faisans. Et à propos de faisans, il en avait capturé un. Il ne l'avait pas tué, c'était pas pour le manger. C'était pour le dessiner. Et c'était pour le mettre dans une volière. Il avait fait, mon grand-père Grandjean, il avait fait pour tous ses petits-enfants, chacun, on avait un coin. Mon frère aîné, qui était l'aîné de la famille, il avait une petite maison à la taille d'un enfant. Une vraie maison avec une charpente, des tuiles, une pièce, une cuisine. Hein. Mais à la taille d'un enfant. Et il avait une volière à côté de sa maison, et il avait capturé un faisan qu'il avait mis dans la volière, il l'avait capturé dans le bois. Mon frère aîné avait une maison à sa taille, cuisine, une pièce principale, et quelle cuisine, je raconterai ça. Et puis, moi j'avais une rivière. Alors moi il avait dessiné la rivière, comme ça, elle n'avait pas encore d'eau dedans, mais il avait dessiné la rivière et elle était bordée, mais complètement bordée des deux côtés par des rosiers. Des rosiers, et moi j'avais un petit banc pour m'asseoir et lire auprès des rosiers. Voilà. Chacun, on avait son truc. Et j'avais mon petit frère qui était tout petit encore à l'époque. Alors mon grand Jean, il avait fait une espèce de grosse motte de terre, une espèce de mini colline, en haut de laquelle il avait planté un cerisier, et il avait taillé son cerisier de façon à ce que mon petit frère, qui n'était pas tout petit, il puisse attraper les cerises. En fait, il avait taillé le cerisier, c'était pas un cerisier nain, mais c'est un cerisier à taille d'enfant. Ouais. À Grandjean, il était chouette avec nous. Et il adorait ses petits-enfants. Parce qu'il venait pas beaucoup chez mes parents, il venait nous chercher, il arrivait avec sa vieille voiture, une espèce de vieille Ford. Et puis il nous emmenait Alors il montait pas au 5e étage, il klaxonnait en bas dans la rue, et il avait un klaxon très reconnaissable, alors on descendait tout de suite, parce qu'il avait très peur, en montant, de rencontrer ma grand-mère, parce qu'ils étaient séparés depuis 30 ans, 25 ans, bon 25 ans, ma grand-mère n'a pas voulu divorcer, donc ils se sont séparés, et bon, alors ils ne se voyaient plus, alors on essayait d'éviter qu'ils se rencontrent. Et alors un jour, quand mon grand-père arrivait de sa campagne, Grandjean, vous savez, c'était un artiste extraordinaire, il avait dans son jardin des bouquets, des fleurs. Il faisait des bouquets, mais comme des bouquets comme on n'en fait pas, on n'en fait plus aujourd'hui, des bouquets magnifiques. Alors il arrive avec nous, on monte le bouquet, ma mère le met dans un vase de fleurs, met le bouquet sur la table, mon Grandjean s'en va, et 10 minutes après arrive ma grand-mère. Bon, ils ne se sont pas rencontrés, c'était l'essentiel, et ma grand-mère rentre dans la salle à manger, s'arrête. Il n'y en a qu'un pour faire un bouquet comme ça. Ouais. On a eu ce grand-père, on l'a beaucoup vu, il nous a beaucoup promené, aimé, gâté. Il n'était pas très riche en jouant, hein, vous savez. Sans doute. Il avait pas beaucoup de sous, et le terrain où il était, il appartenait à sa compagne. Enfin, ça, c'était pas sa femme, mais c'était sa compagne. Dans sa compagne avec qui il a vécu 30 ans, hein, qui nous servait de 3e grand-mère. Il n'était pas bien riche, mais
quand il venait nous chercher et qu'il nous emmenait à Boissy-Saint-Léger, là, dans sa maison, on passait à côté d'une biscuiterie et d'une chocolaterie. Alors, la chocolaterie, ça sentait le chocolat dans la rue, mais on le sentait tout le long, là, au moins pendant 1 minute, on sentait le chocolat. Alors, Grandjean arrêtait la voiture et nous disait « reniflez ». Et puis ensuite, alors, on arrivait à la biscuiterie, et alors là, Grandjean avait trouvé un truc, il rentrait, et il achetait un énorme sac plein de gâteaux cassés. C'était des gâteaux dits pour chiens. Et ils étaient pratiquement au quart du prix. C'était les mêmes bons petits gâteaux secs. C'était pas des gâteaux spéciaux pour chiens. C'était des mêmes petits gâteaux cassés. Il achetait ça en bloc. Et puis alors, quand on arrivait à la maison de Grandjean, à Boissy-Saint-Léger, il posait le sac sur une table basse, à peu près comme ça. Il l'ouvrait complètement. Et puis il disait, allez-y, piochez. Et alors, nous, chaque fois qu'on passait, on piquait un gâteau. Ah, c'était formidable. D'abord, il nous faisait faire à peu près tout ce que nos parents nous défendaient. C'était génial. On se couchait tard, alors qu'à la maison, il fallait toujours être couché à 8 heures. Grandjean, penses-tu, d'abord on dînait tard, et puis en plus, il nous racontait les 1001 nuits à sa façon, le soir après dîner. Alors, dans la nuit, avec tous les détails que Grandjean en rajoutait, et puis il faisait des ombres chinoises derrière un drap blanc pour nous illustrer tout ça. On se couchait tard, c'est vachement bien. Puis on se levait tard, c'était aussi très, très bien. Et puis, il nous emmenait faire quelque chose qu'il adorait. Et Grandjean, il trouvait des trucs partout quand il se promenait, il avait l'œil. On se promenait le long d'un champ, hop, toc, il ramassait un fossile. Lui, il avait l'œil, il voyait. Et on allait à la décharge, et alors, à la décharge, tout ce que Grandjean, c'était des merveilles. Il achetait des miroirs cassés, biseautés, et puis, pas pour rien, je vais vous raconter ce qu'il avait fait. Il avait, dans la petite maison qu'il avait construite pour mon frère aîné, il y avait un petit lucarne qui donnait dans la petite cuisine, sur le carrelage blanc, et il avait mis si vous voulez, le bord d'un miroir, enfin c'était une vieille glace qui était comme ça en biseau. Il y avait le bord cassé, il l'avait mis juste le long du rayon de soleil pour que ça décompose la lumière du soleil et fasse comme un prisme, et fasse toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur le carrelage. Il était génial, le grand-père. Franchement, il était génial. Imaginatif, bah ouais. C'est génial. Dès qu'il y avait un truc, il avait des idées. Moi, mes souvenirs de Grandjean, c'est des souvenirs de toute ma vie. Il était tellement présent. Et il a dû avoir une influence sur votre vie avec vous et vos frères. Ah bah écoutez, je vais vous dire, l'influence qu'il a eue sur ma vie, une influence certaine, et sur la vie de mon petit frère, pas de mon grand frère, tout à fait curieusement, c'est qu'il nous a appris à dessiner. Ah oui. Ah, ça, pour nous avoir appris à dessiner, il nous est pas un jour sans un dessin. Pas un jour sans un dessin. Et moi, heureusement qu'il m'a appris. Remarquez, ma mère, la fille de Grandjean, était professeure de dessin, elle était peintre, on a donc appris à dessiner. Mais Grandjean y a tenu beaucoup, il nous a appris à dessiner, à mon petit frère et à moi. Et mon petit frère, il est devenu architecte naval, il a dessiné beaucoup de bateaux, beaucoup de choses comme ça. Moi, j'étais biologiste, j'ai dessiné beaucoup au tableau et sur du papier. Ça, c'est grâce à Grandjean. Grandjean nous a appris à dessiner. Ah oui, il était un bon grand-père. Hein. Et lui, quand il travaillait, vous aviez pu le regarder travailler ou pas? Alors, je l'ai vu, il a eu une époque
bon, il a fait nos portraits à nous quand on était petits et tout, et tout. Il a dessiné mon frère aîné, moi, etc. Et alors, je me souviens que j'avais 12-13 ans, il s'est mis à travailler la nacre et à faire des jolis objets, des broches, des objets, des diadèmes, des choses en nacre. Du coup, alors, il récupérait des vieux coquillages, des grands coquillages cassés, des morceaux de coquillages qui n'étaient pas chers, et il sculptait. Je vous dis, il a fait plusieurs broches qu'il a données à ma mère, à mes belles-sœurs. Et puis il a fait mon portrait en nacre, tiens. Il a été très ami et très amoureux d'une danseuse qui s'appelait Isadora Duncan. Ah oui. Et, il l'a dessiné, je sais pas, moi j'ai 700 dessins de lui, d'Isadora. Il l'a dessiné, j'en ai donné au musée de Nantes, j'en ai donné, enfin bref. Et puis mes frères en ont, on a tout partagé. Et il est vraiment tombé très amoureux d'Isadora, de sa danse. Grandjean dessinait beaucoup les gens en mouvement, les ouvriers au travail, parce que c'était son truc. Hein. Je vais vous montrer, parce que quand il est mort, j'ai trouvé tous ses dessins, pas tous, mais heureusement il jetait rien. Et ma mère avait tout récupéré. Elle n'a rien jeté, elle a rien fait, mais elle a tout gardé. Et quand j'ai vidé l'appartement de ma mère, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai fait le catalogue raisonné de l'œuvre de Grandjean. J'ai mis 10 ans, et sous forme de 10 fascicules. Ah ouais. Un de ces trucs qui s'appelle affichiste. Grandjean affichiste. Alors, les ouvriers, les métiers, parce que Grandjean, quand même, c'était un mec vachement courageux. Il est descendu dans la mine. Il est descendu, lui, dans la mine, à Bruay et ailleurs. Il est descendu pour dessiner les mineurs à quatre pattes en train de travailler. Il est allé dans les égouts, il est descendu dans les égouts pour dessiner les égoutiers. Il est allé chez les carriers, dans les carrières, il allait au plus près. Et tous les dessins de travailleurs, les métallurgistes en particulier, ils racontaient, je vous montre celui-là, les métallurgistes. C'était un dessinateur ouvrier, hein. C'était un dessinateur ouvrier formidable. Il était le dessinateur du mouvement. Et alors il était nantais. Il était de Nantes et il a dessiné beaucoup sa ville de Nantes. Il a dessiné. Il aimait bien la Vendée. Il aimait bien la Vendée et la Bretagne. Il a dessiné la Vendée, la Bretagne. Il a fait surtout du dessin Grandjean. Parce qu'il n'était pas riche. Il a fait du dessin et il a fait des pastels. Le pastel, ça coûtait pas cher. Ouais. Et puis en plus, le pastel, ça accrochait bien sur du papier. Ça s'accroche bien. Pastel sec. Il a très peu fait d'huile parce que l'huile était chère. Bah oui. L'huile était toujours, et c'était à l'époque, l'huile était chère. Alors qu'est-ce qu'on a, quoi, 3-4 tableaux. Mais écoutez, moi voilà, pourquoi je me suis décidée. Grandjean ne jetait rien. Mais il n'était pas soigneux, vraiment. Oui, pas soigneux. Bon. Et alors, quand il est mort, ma mère, qui était peintre aussi, elle a fait une petite exposition à Nantes, avec un petit fascicule qu'elle avait fait sur lui, qui était déjà très bien, parce qu'on n'en parlait pas. Et puis, elle a fait surtout quelque chose de merveilleux. Elle a tout récupéré dans ses maisons à Nantes. Il avait des maisons. Et elle a tout récupéré, elle a tout accumulé chez elle, elle avait un grand appartement. Et ce qui fait que quand ma mère... Et puis elle n'en a rien fait, mais elle l'a conservé. Quand ma mère est morte, on s'est retrouvés devant l'appartement, et puis mes parents n'étaient pas propriétaires, ils étaient locataires depuis 67 ans, mais ils étaient locataires. Il a fallu rendre l'appartement, il a fallu le vider. Mazette, 74 ans, 70 ans d'accumulation d'objets, dont tous les tableaux, les peintures, les dessins de Grandjean. Grandjean, il aimait bien les ventes aux enchères. Il était un petit peu comme ça.
Et il achetait, alors je me souviens, quand j'étais petite, j'avais été avec lui aux ventes aux enchères, il achetait les vieilles pendules, des jolies vieilles pendules cassées, parce qu'il ne pouvait pas se payer une pendule qui marche, mais il achetait pour rien des vieilles pendules qui dessinaient, il aimait ça, il aimait les vieilles pendules. Voilà, c'était Toi, mon grand-père, interprété par Manique. Les livres que vous avez faits, là, ils sont dans des bibliothèques. J'en ai beaucoup vendu. Ah. Ça fait déjà beaucoup de temps que j'ai fait ça. Mais j'ai classé l'œuvre de Grandjean par thème. Parce qu'il a été tellement prolifique, Grandjean. Il a fait tout. Alors, en particulier, en Vendée, en Bretagne, il en a fait. Il a beaucoup dessiné aussi dans l'Assiette au beurre, qui est un journal de l'époque. Il a fait 1000 numéros, 999 et quelques, ou 998 ou 1000, enfin, je ne me souviens plus. Dessinateur de presse, je vais vous dire, alors dans des journaux anarchistes, il a énormément dessiné, mais le journal, si tu veux, là j'ai mis dessinateur de presse et illustrateur, il y a une 60aine de revues dans lesquelles il a dessiné, 10 fascicules, donc sur la L'assiette au beurre, dans le rire, parce qu'il a quand même fait quelques 600 dessins dans le rire, hein, par-dessus le marché. L'assiette au beurre, plus de 1000. Il faut dire que l'assiette au beurre, c'était à l'époque, au début du siècle, c'est une revue qui a duré à peu près 10 ans, 1901 à 1911, voilà. Et l'assiette au beurre, c'était, comment dirais-je, c'était le canard enchaîné de l'époque, c'était extraordinaire. Puis en plus, c'était en couleur. Et puis en plus, c'était de la belle couleur. C'était de la qualité. Et puis c'était que des dessins. Ah, l'assiette au beurre, bon, c'était assez anarchisant aussi, un peu, hein, mais comme c'était pas donné, parce que c'était en couleur, donc c'était un peu cher, c'était pas forcément des pauvres gens qui l'achetaient. Non. Il y avait aussi des gens aisés. Oui. Et l'assiette au beurre, là, c'était de la très belle qualité. Les trucs que j'ai écrits sur Grandjean, j'en ai beaucoup vendu. Ah oui. Alors, d'abord, je les ai vendus au musée. Donc le musée, c'est France, presque, il y a énormément de musées qui me les ont achetés, énormément. Orsay, principalement. Et puis à Nantes, évidemment. Il était nantais, c'est pour ça. Il était nantais et il a passé pratiquement les 2 tiers de sa vie à Nantes, de sa jeunesse jusqu'à son mariage. Ensuite, il s'est marié, il est venu à Paris, parce qu'il dessinait à Paris. Sa femme était institutrice à Paris. Il a eu 4 enfants, dont une petite fille qui est morte très jeune. Et il a habité Paris. Et puis, le troisième, au moment de... Je sais pas, il devait avoir 60 ans. Alors, il était, je dis Paris d'abord, et ensuite les environs de Paris. Plus tard, il avait un Paris. Mais quand la guerre est arrivée, il est reparti à Nantes. Il est reparti à Nantes parce qu'il prétendait qu'à Nantes, il aurait à manger, qu'à Paris, on ne trouverait plus rien. Et alors, oui, il avait l'appartement de sa mère. Sa mère était toujours vivante. La vieille mamie était toujours vivante. Mais il a loué une ferme, ça c'est Grandjean tout craché, il a loué une ferme aux environs de Nantes, la ferme de la Boissière, et c'était les communs d'un château dans lequel il habitait la maison du régisseur, enfin, et alors il a aussitôt... Alors, il y avait une petite chapelle avec une sacristie et tout. Alors, il a aussitôt acheté une vache qu'il a mis dans la sacristie, la chèvre, et il l'a mis à côté de la chapelle. Enfin, bref, c'est Grandjean, je ne vous fais pas un dessin. Mais il a survécu. Il avait du lait grâce à sa vache. Il cultivait des patates dans son terrain. Il avait quelques arbres fruitiers. Bon...
Il vivait dans cette espèce de commun de château. Il avait un atelier à Montmartre. Franchement, oui, je vais vous raconter ça. Ah oui, donc où à Montmartre? Eh bien, place du Tertre. Ah ouais? Exactement, place du Tertre. Et contre le Sacre-Cœur. Juste place du Tertre. Et son atelier était en bois, c'était une cabane en bois. Et bon, pendant la guerre, les clochards l'ont démonté pour se chauffer. Ouais. Ils ont brûlé le bois. S'il fait Grandjouan, il n'avait plus que le terrain. Et alors, un jour, il a décidé de le vendre. Mais ça, c'est Grandjouan. Vous allez voir comment c'est Grandjouan. Et alors, et il y a un promoteur, évidemment, parce que c'était absolument merveilleusement placé, et qui a proposé à Grandjouan de lui acheter son atelier. Alors, Grandjouan a dit, ah oui, ça vous intéresse, mon atelier? Bon, ben on va voir ça. Alors, quel prix demande l'acheteur? Ah, dit Grandjouan, on va fixer ça. Et ben voilà, parce qu'il ne se prenait pas pour rien, Grandjouan. Il dit, voilà, on va faire la course, depuis là jusqu'au Sacré-Cœur, hein, et c'est le premier qui gagne qui fixe le prix. C'est génial. Persuadé de gagner, Grandjouan. Il était très sportif, il était en très bonne santé, mais l'autre, il avait 25 ans. Hein, et Grandjouan, il devait en avoir 70, 65. Bon, alors évidemment, il a perdu. Vous pensez bien. Et du coup, c'est l'autre qui a fixé le prix. Et il était parole donnée, mais il était complètement farceur, Grandjouan. Il ne se rendait pas compte de la valeur. C'est incroyable. Et alors, il a vendu pour 3 francs 6 sous ce terrain merveilleux, avec une vue sur tout Paris, contre la place du Tertre, qui faisait la chute de la place du Tertre. Il l'aurait vendu à un promoteur qui aurait acheté à un prix normal. Il aurait été riche, Grandjouan. Il aurait été riche. Alors, il était pauvre comme Job. Et il l'a vendu pour rien. Mais il dessinait vite. Il dessinait très vite. Le nombre de caricatures, j'ai tout un dossier de caricatures que Grandjouan a fait. Je ne sais pas qui c'est. Il n'y a pas un nom dessous, il n'y a rien. Il avait toujours un bout de papier et un crayon dans sa main et dans sa poche. D'ailleurs, il nous disait, à moi et à mon frère aîné, pas un jour sans un dessin. Pas un jour. Pas un jour. Et je ne peux pas dire, il parlait en dessinant, à Grandjouan. Moi, je me souviens, on revenait, j'étais à Nantes chez lui, je revois encore, on avait acheté du jambon, un papier. Alors, il y avait le papier, il y avait le jambon, le papier de jambon qui était un peu gras, et Grandjouan me pense à quelque chose, me dit, écoute, regarde, c'est comme ça. Il ouvre le papier de jambon, et il dessine sur le papier de jambon. Il avait dans les communs de ce château, là, juste après la guerre, avant qu'il revienne habiter dans son appartement à Nantes, il était dans une espèce de grande pièce épouvantable. Il vivait avec, il y avait 2 moutons qui étaient qui avaient droit d'entrer dans la pièce, et puis il y avait au moins 2-3 chiens et combien de chats, je ne sais pas. Et alors un jour, il y a mon cousin Jean-Marie qui lui dit, écoute, la pièce où on est, elle est vraiment moche. Hein. Elle est moche. Quoi? Elle est moche? Attends un peu. Et Grandjouan se précipite sur sa boîte de pastel, monte sur un tabouret, et en 2 heures, peut-être même pas, transforme, en faisant des colonnes avec des chapiteaux, des graphes, des personnages. Voilà, c'était Grandjouan. Il a mis 3 heures, il a transformé cette pièce en une merveille. En une merveille. Rien qu'avec ses pastels. Vous l'avez fréquenté combien d'années, votre grand-père? Je l'ai fréquenté quand j'étais enfant. Et je l'ai beaucoup fréquenté par la suite parce que, figurez-vous que, bon, j'étais un petit peu... Ma mère était un peu dure avec moi. Et quand je me suis mariée, ma mère m'a foutu à la porte. C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand Grandjouan a appris ça, il était furieux. Et il m'a envoyé paquet sur paquet, pendant combien? Pendant 3 mois.
tout ce qu'il pouvait trouver, des choses complètement inutiles, dont j'avais absolument pas l'usage. Il y a des cachemires qu'il avait ramenés de Russie, qui étaient tout à fait indispensables à une jeune mariée, vous pouvez bien penser. Il a envoyé des paquets, des trucs à moitié bouffés au mythe, pas tous, mais pas mal, des couvertures, des draps. Grandjean a été d'une générosité avec moi incroyable. Alors, mais j'étais la seule fille de la famille. Mais vous avez échangé avec lui, quand vous étiez adulte, des idées politiques, des choses... Oui, alors Grandjean, il faut dire la chose, était très désabusé, très monté contre les communistes, il ne peut pas les voir. Je comprends. Il faut dire que... Bon, oui. Il avait pourtant, il n'y a qu'à regarder son livre sur les affiches. Je ne sais pas si il est là, il est pas là. Il avait fait des affiches pour le Parti communiste. Il avait fait des choses, mais il ne pouvait pas les voir en peinture. Grandjean a absolument marché à fond pour la révolution soviétique. Il a écrit un livre qui s'appelle La Russie vivante. Il est parti en 1926, il est resté 6 mois. Et il a été dithyrambique sur ce que la Russie avait réussi après les tsars. Il y avait quand même une démocratisation extraordinaire de ces pays russes. Et il a dessiné. Il est resté 6 mois. Il est rentré enthousiaste en disant c'est l'avenir. Après il s'est un peu fâché. Il a écrit ça en rentrant de Russie, enthousiasmé parce que Grandjean avait été en Russie en 1901. Il avait été envoyé par l'assiette au beurre au moment de la visite du président de la République, et il a donc été en 1901 exactement envoyé en reporter par l'assiette au beurre, et ensuite en 1926 il y a été de son plein gré et il est resté 6 mois et il a trouvé. Donc il a pu mesurer la différence entre l'époque tsariste et l'époque communiste. Là, je pense bien. Et alors il raconte tout ça dans La Russie vivante. Il raconte tout ça. Il était quand même très intéressé par la Russie. Grandjean a toujours été anarchiste. Il supportait pas la mainmise des communistes sur la gauche, si vous voulez. Et Grandjean était... Il a été de mentalité, je veux dire, anarchiste toute sa vie. Toute sa vie. Grandjean, il a élevé ses enfants dans un esprit de liberté absolument extraordinaire. Extraordinaire. Il leur a foutu des torgnoles quand ils étaient petits, mais après, il a été épatant, il les a beaucoup aimés, ses enfants. Ma grand-mère était anarchiste, absolument anarchiste. Elle a eu un parcours politique, entre guillemets, assez risqué. Elle a commencé au moment de la guerre d'Espagne. Elle a évidemment aidé, tant qu'elle a pu, des enfants espagnols. Elle leur a trouvé, parce que les anarchistes espagnols manquaient de tout. Et puis pendant la guerre d'Espagne, Mère Bettina, mon oncle Henri, le fils cadet de Grandjean, a beaucoup œuvré pour la guerre d'Espagne. Il ne s'est pas engagé, mais il a transporté des armes pour eux. Et Mère Bettina a collecté ses habits pour les enfants espagnols. Ils ont été, si vous voulez, presque directement impliqués par la guerre d'Espagne. Ça les motivait beaucoup. Donc Mère Bettina, d'ailleurs, elle était connue de la police française, ma grand-mère, très très bien, anarchiste. Oui, elle devait être sur les listes. Elle était connue tellement bien, que au moment de l'avènement de Hitler, elle a reçu chez elle
comme elle était alsacienne, elle parlait allemand. Elle a reçu chez elle des étudiants réfugiés qui étaient juifs et qui pouvaient plus rester. Et en particulier 2 étudiants en médecine dont je me souviens très bien, qui étaient devenus des amis, 2 jeunes gens qu'elle a aidés à fuir et à partir en Amérique. Elle a été très, 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 très politiquement utile, si vous voulez. Tant et si bien que quand les Allemands ont occupé Paris, ils sont arrivés chez ma grand-mère, et ma grand-mère s'en doutait pour l'arrêter, et ma grand-mère n'était pas toute jeune, et alors elle a fait ce qu'elle avait prévu de faire. Elle avait préparé un petit verre de poison, je ne sais pas ce que c'est, et quand ils sont arrivés, elle a compris tout de suite, c'était la Gestapo. Elle est allée dans son cabinet de toilette pour prétexter je ne sais pas quoi, et elle a avalé son verre, et elle est tombée par terre. Et la Gestapo, sachant pas quoi faire d'une grosse dame, elle était assez forte, avachie par terre et lourde, ils ont foutu le camp, ils ont laissé la porte ouverte, ils sont partis. Ils la croyaient morte, probablement. Et sur ces entrefaits, mon père est venu quelques heures après pour lui porter un pot de confiture, c'est pour ça, il a trouvé ma grand-mère par terre. C'est dans le quartier, en tout cas. Et alors, mon père a appelé, non pas la police, parce qu'à l'époque, on n'appelait pas beaucoup la police, il a appelé les pompiers. Et les pompiers ont réanimé ma grand-mère, ils l'ont sauvée. Ils l'ont sauvée. Et aussi fit ça, 2 jours après, elle foutait le camp en zone sud, pour qu'on n'en entende plus parler. Dans ma famille, on a été pas mal gâtés, parce que mon grand-père maternel s'appelait Paul Langevin, et il a été pas mal malmené aussi, puisque aussitôt, c'est le premier intellectuel français que les Allemands ont arrêté en 1941. Alors c'est le premier, ils l'ont tout de suite foutu à la santé. Comme il avait 70 ans, 61 ans, la santé c'est pas très simple, quoi qu'on dise. C'est plutôt humide et tout. Alors il a commencé à travailler la crève. Alors du coup ils l'ont sorti, ils voulaient quand même pas qu'il meure tout de suite. Ils l'ont sorti de la santé et ils l'ont envoyé, heureusement, dans la ville de Troyes, en résidence surveillée, dans un appartement qui avait été réquisitionné, qui avait appartenu à des juifs qui avaient été déportés, et ils ont collé mon grand-père là-dedans, ce qui lui a sauvé la vie, quand même. Mais il était obligé d'aller signer tous les jours à la commandanture pour dire qu'il était bien là et qu'il n'était pas parti, jusqu'au jour où en 1944 il a foutu le camp en Suisse, et il n'était pas tout jeune, et il a été aidé par 2 FTP qui ont vraiment été épatants, qui l'ont porté pour qu'il puisse escalader la montagne et passer la frontière suisse. Enfin bref. Et puis en plus, mon frère aîné, il avait 1 an et demi de plus que moi, il était très, très agité et tout, et il avait imprimé, avec une petite imprimante, un jouet qu'on lui avait offert, un tract pour dissuader les jeunes gens du lycée où il était, du lycée Henri IV, pour les dissuader de partir travailler au STO en Allemagne, le service du travail obligatoire en Allemagne. Alors il avait fait son petit boulot, ses affaires, et il distribuait ça à la sortie avec mon cousin Michel Langevin, lui aussi. Et bon, naturellement, ils se sont fait choper. C'était 4 copains. Et le voilà qui est parti, ils l'ont emprisonné. Mais, ils les ont emprisonnés tous les 4. Mais heureusement, à la prison des Tourelles, ils n'avaient pas 18 ans. Aucun des 4. Ils avaient 16-17 ans. Alors du coup, ils n'ont pas été envoyés en Allemagne, parce qu'ils n'étaient pas majeurs, enfin... On respectait encore ces choses-là à cette époque, alors. Ben ouais. Donc à 17 ans, ils ne les ont pas. Ils les ont pas... Ils ont été quand même très bien traités, si j'ose dire, parce que grâce à un comment ça s'appelle,
un commissaire que connaissait plus ou moins un copain de papa. On les a mis avec les droits communs. Et pour eux, c'était les sauver. Oui. Parce que s'ils avaient été avec les politiques, ils étaient partis en Allemagne. Avec les droits communs, ils sont restés là. Et puis, ils ont purgé leur peine de petits voyous. Hein, et puis, ils sont sortis. Alors, évidemment, une fois sortis de prison, ils ont disparu dans la nature. Mais, quand même, ça a marqué ma famille. Moi, j'étais là quand ils sont venus arrêter mon frère. Qui est-ce qui les ont arrêtés? La Gestapo. La Gestapo. Ah oui, mais alors là, La Gestapo. Okay. Mon grand-père, heureusement, a été sauvé parce que il était dans la ville de Troyes et les Allemands, au moment du débarquement, avaient décidé de trucider tous les prisonniers qui étaient dans la prison de Troyes. Et ça s'est su, le bruit a couru. Et mon grand-père n'était pas dans la prison, il était en résidence surveillée. Mais on ne sait jamais. Et tous ses copains et amis lui ont dit, allez, tu fous le camp. Tu fous le camp, tu disparais. Mais c'est pas ton grand-père Grandjouan qui chantait la varsovienne en pleine occupation. Ah bah oui, ça foutait la Grandjouan. Il prenait le bras. C'était ça au jardin du Luxembourg. Et oui, il avait une belle voix, Grandjouan. Il chantait bien. faux, mais bien, très fort. Et alors, il me prenait par le bras et il me disait, allez, no, il avait une voix très forte. Allez, no, tu chantes ça. C'est beau, c'est magnifique. Mais c'était au Luxembourg, je crois. En plein Luxembourg, il m'attrapait par le bras et là qui chantait. Je ne savais plus où mettre. Chut, tais-toi. Mais non, rien à faire. Grandjouan, c'était Grandjouan. En serré, l'ennemi nous attaque. Autour de notre drapeau, groupons-nous. Que nous apporte la mort menaçante. Pour notre cause, soyons prêts à souffrir. Mais le Jean courbé sous la honte ne doit avoir qu'un seul étendard. Un seul mot d'ordre, travail et justice. Fraternité de tous les ouvriers. Frères aux armes pour notre lutte. Pour la victoire de tous les travailleurs. Frères aux armes pour notre lutte. Pour la victoire de tous les travailleurs. Les profiteurs vautrés dans la richesse privent de pain l'ouvrier affamé. Ceux qui sont morts pour nos grandes idées n'ont pas en vain combattu et péri. Contre les richards et les plutocrates, contre les rois, contre les trônes pourris, nous lancerons la vengeance puissante et nous serons à tout jamais victorieux. Frères aux armes pour notre lutte, pour la victoire de tous les travailleurs. Frères aux armes pour notre lutte, pour la victoire de tous les travailleurs. Frères aux armes pour notre lutte, pour la victoire de tous les travailleurs. Frères aux armes pour notre lutte, pour la victoire de tous les travailleurs. C'est la Varsovienne interprétée par Groupe 17. Vous savez pas ce qu'il faisait quand on était petit, ça je m'en souviendrai tout le temps. Avec mon grand frère, on allait le voir à Nantes. Et à Nantes, il y avait des tramways. Et on prenait le tramway avec Grandjouan pour aller d'un endroit à l'autre. Et alors, à un moment, on monte dans le tramway et juste devant, un petit peu devant nous, il y avait 2 bonnes sœurs à cornettes. Bon, elles avaient le droit de prendre l'autobus. Hein. Alors Grandjouan nous attrape, mon frère et moi, et il dit alors, ensemble tous les 3, hein, quand je dis 3, on fait croix, d'accord? Et alors, 1, 2, 3, croix. Mais t'as
avais quel âge quand Non, mais- tu étais petite? Mais j'avais 6 ans, c'est Ah, tout. Moi, je trouvais ça marrant. Très bonne éducation. Hein. Ah, c'était marrant, quoi. Grandjean, il n'en ratait pas une. Il n'en ratait pas une. Ce que tu disais quand il dessinait, mais ça c'est autre chose, quand il dessinait à Isadora Duncan, il se cachait dans les coulisses, il avait eu droit de la dessiner, Ah oui. parce qu'elle ne voulait pas au début qu'on la dessine, Oui, tu oui, te rappelles, oui. c'est ça? Oui, parce que. Il se cachait dans les coulisses pour Oui, la il y avait, dessiner. il a beaucoup. C'était un dessinateur du mouvement, les ouvriers au travail, tout ça. Et il a découvert Isadora Duncan. Il est tombé amoureux, comme beaucoup d'autres gens à l'époque d'Isadora Duncan. Et il allait la dessiner en coulisses, c'est-à-dire qu'il il pouvait pas se mettre dans la salle parce qu'il n'avait pas la place, etc. Alors en coulisses, il demandait, et alors il avait ces jolis beaux papiers, des papiers magnifiques, et ses pastels, et puis il s'installait. Et puis un beau jour, Isadora le remarque, s'arrête de danser, et lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Alors Grandjean, un peu intimidé, lui dit « Je fais ça ». Alors elle regarde et elle dit « Continuez ». Elle l'a bien connu, il lui a rendu des tas de services. Je me souviens cette histoire. Isadora Duncan avait l'habitude de danser derrière des rideaux bleus, parce que ça lui plaisait. Et un beau jour, elle revient d'Espagne où elle avait dansé, et je ne sais pas dans quel théâtre de la Gaîté ou autre, on lui dit « Bon, ben voilà, tel jour ». Elle dit « Oui, mais est-ce que vous avez des rideaux bleus ?»« Ah non, on n'a pas de rideaux bleus. »« Ah bon, écoutez, attendez, alors je vais les faire venir, parce que les rideaux bleus, ils sont pas là. » Et je me souviens que Grandjean me disait que c'est lui, Grandjean, qui a couru pour aller lui chercher ses rideaux bleus pour qu'elle puisse danser derrière ses rideaux bleus. Ah, il la connaissait très bien, il l'aimait beaucoup. Et c'était une femme qui, j'ai eu l'occasion de lire pas mal de livres sur elle quand j'ai écrit le numéro sur Isadora. Elle était, disons qu'elle avait beaucoup d'amoureux, beaucoup d'amants, mais pas Grandjean. Grandjean racontait qu'il a descendu le Nil en felouque avec toute la troupe d'Isadora Duncan. Il a été en Égypte avec toute sa troupe pour pouvoir la dessiner tranquillement, en train de dessiner sur le pont du bateau, derrière. Ah, vous l'appeliez Grandjean? Ouais, on l'a jamais appelé autrement que Grandjean. Tous, on l'appelait tous Grandjean. On l'appelait pas Pépé, on l'appelait pas Papy, ni rien de tout ça. Oh là là, non, Grandjean. Ça, c'est venu tout seul. Et tout seul. Parce que les parents l'appelaient Grandjean. On l'a jamais appelé par son prénom. Les parents l'appelaient Grandjean. Ma mère l'appelait Grandjean aussi, son père. Bon, nous aussi. Tout petit, on l'appelait Grandjean. Son origine est paysanne. Oui, bien sûr. Visiblement, ils étaient paysans. Ouais. Et puis, ils sont devenus de plus en plus riches. Et puis la mère de Grandjean était propriétaire. Elle avait 5 ou 6 maisons à Nantes. Elle vivait de ses loyers. De ses rentes. Elle vivait de ses loyers. Et Grandjean, idem. Parce que Grandjean, il n'avait aucun revenu. Il avait tous les dessins qu'on lui payait. Dans l'assiette au beurre, il a très bien gagné sa vie pendant ces 10 ans-là, parce qu'il a travaillé sans cesse pour l'assiette au beurre, pour le rire, et puis je vous dis, pour une soixantaine de revues. Il a illustré une soixantaine de revues. Il vivait de son travail. Et sa mère, qui avait donc des propriétés, lui envoyait de l'argent. Ma grand-mère, la femme de Grandjean, me racontait que venait de Nantes toutes les semaines un petit
ça s'appelait un envoyé de la poste ou je sais pas quoi, qui apportait le petit mandat. Le petit mandat. J'aime beaucoup quand tu dis ça. En même temps que des pâtés qu'elle faisait, du bon beurre. Et Grandjean n'a jamais été riche, sauf un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, il avait fait des dessins dans l'Assiette au beurre, dans le Rire, dans le Cri de Paris, qui était à l'époque une revue. Il a beaucoup dessiné dans le Cri de Paris, il a dessiné, et un beau jour, il a touché une petite somme, et je me souviendrai toujours de ce numéro de l'Assiette au beurre, où il a signé non pas Grandjean, mais Crésus. Mais Grandjean a signé plusieurs fois, il avait fait un article sur les Anglais, il a signé Today. Today. Et il a signé Crésus, il a signé Today, qu'est-ce qu'il a signé d'autre? Xilef. Non, c'était pas Xilef. Ah non. Xilef, c'était son... Il voulait. C'est Alors, Félix à l'envers. parce que Grandjean s'appelait aussi Félix. Parce que son grand-père, Félix Châtelier, on lui avait donné le nom de Félix. Et il trouvait que Félix, c'était ridicule. Ça faisait ça. Alors il l'a retourné et un jour, il a signé Xilef. Xilef. Ça fait un peu russe. Oui, ça fait russe. Ouais, tout à fait. Et alors un jour, Géorgien. il m'a dit, tu sais, Grandjean, j'en ai assez de signer, Grandjean, un jour j'en ai eu assez, je voulais une signature virile, quelque chose de bien, de masculin, de solide. Alors, et j'ai dit, je vais signer Vire. Puis il a dit non, parce qu'on va dire, c'est encore cette andouille de Vire. Écoute, il avait fait un truc magnifique, c'était dans la maison de sa mère, donc sa mère qui avait plusieurs appartements. Il y avait un appartement vide, il avait scié les poutres. C'était malin, tu vois, un magnifique immeuble. Il avait scié des grosses poutres comme ça. Et avec les poutres, il avait fait des bancs. Et les bancs, ils avaient tous une histoire. Il y avait le banc des amoureux, qui était un banc comme ça, très très lisse, et quand tu t'assoyais dessus, tu étais obligé de te coller à la personne s'il y en avait un. Il y avait le banc des salauds, c'était deux requins, avec des magnifiques pierres incrustées, enfin du verre incrusté. Et quand tu t'asseyais dessus, tu te piquais les fesses, tu vois. Le banc des salauds, quoi. Il y avait le banc des époux, qui était très sage, tout droit, très bien, tu vois, un peu carré, un peu lourd. Et puis sculpté, peint et tout. Et il y avait ça, c'était Grandjean. Oui, tout ça, c'est lui. Il n'était pas que peintre, tu vois. C'est pour ça que tu disais, c'est quelqu'un qui partait tout azimut. Ouais. Mais c'était l'époque aussi. Il y en avait encore un, le banc des joueurs. Il y avait un échiquier qui était gravé dedans, tu vois. Et tu te mettais à califourchon de part et d'autre, puis tu pouvais jouer aux échecs. Voilà. Et tout ça avec les poutres, dont il n'avait que faire, apparemment, ça s'écroulait quand même. C'était comme système d'imprimerie qui était extraordinaire. C'est surtout, c'est l'album d'Isadora Duncan. Il a fait un album sur la danseuse Isadora Duncan, parce qu'il l'a beaucoup dessinée, et il a fait, il s'est débrouillé pour imprimer ses dessins avec un procédé spécial. Il broyait du pastel, il faisait de la poudre de pastel, il enduisait de colle les dessins, comme ça, et il saupoudrait son pastel dessus. Il faisait un truc, c'était un peu en relief. C'était assez extraordinaire, puis ça séchait tout de suite. Et c'était fragile. Alors il y avait d'ailleurs l'album d'Isadora, je vais vous le montrer parce que je l'ai, c'est fait comme ça. C'est Grandjean qui vers la fin de sa vie a dessiné en stylisant un petit peu, c'est une modification de son style. Il stylisait un peu la danseuse Isadora Duncan. Il en a fait une vingtaine de petites planches sur papier bleu et il collait du papier doré, de la feuille d'or, pas du papier d'or, il collait de la feuille d'or avec du jaune d'œuf encore. Je le revois en train de coller sa feuille d'or avec un pinceau. Il avait deux petits pinceaux. Il prenait sa feuille d'or et il la déposait. C'est pas facile de coller de la feuille d'or. Oui, non, c'est difficile. Et il faisait des Isadora en or.
et sur le Peu Bleu. Et toute cette collection-là, elle est à Nantes maintenant, au musée des Beaux-Arts. Voilà, ça c'est notre entretien, c'est terminé. On devait rester 1 heure, on a dû rester 2h30. On a été gâtés. Elle nous a non seulement offert un goûter, mais en plus on a pu regarder tous les bouquins qu'elle a édités sur son grand-père. Hein. C'est des dizaines de livres, elle nous les a sortis. Le magnifique livre sur Isadora Duncan, c'est pareil, on a pu regarder ces 25 dessins. Oui, c'est Marianne qui tournait les pages. Voilà. Non, c'est magnifique, hein, toutes ces images, voilà, dans un cadre qui s'y prêtait d'ailleurs, parce que ça fait, je suppose que, Grand Juan n'aurait pas été dépaysé dans ce cadre-là, où il y avait évidemment des portraits de famille, des photos de famille, etc. Ouais, donc dans ces petits bouquins, donc on a pu regarder, il y en a une dizaine, donc il y a les ouvriers, il y a Isadora Duncan, il y en a un qui s'appelle à Nantes. Ouais, les ouvriers là, c'est celui-là, je pense qu'il faudrait qu'on voit lui demande avec qu'elle nous l'imprime. Ouais, évidemment, on l'achètera, mais voilà, parce que déjà elle nous en a donné un, c'est déjà un effort, parce que elle fait tout avec son argent, elle édite, c'est un travail considérable, parce que pour réunir les documents, etc., puis elle fait ça avec son petit imprimeur à côté de chez elle, là, en photocopie, mais c'est bien fichu la photocopie, c'est magnifique. Ouais, non, c'est vraiment super. Il y en a un qui s'appelle donc La Révolution. Il y en a un, c'est Dessinateur de presse. Il est super aussi parce que là, il y a effectivement les 60 journaux dans lesquels il a travaillé. Il y en a un autre sur la Vendée. Il y en a un sur le rire. Et puis il y a celui sur la Russie vivante, là, quand il avait fait tout ce bouquin sur la Russie vivante. Oui, c'est-à-dire qu'il est, comme vous l'entendez dans l'interview, il est allé en Russie, il a été invité pour aller faire un séjour en Russie. Voilà, donc tout ça, c'est quand même très important. C'est un graveur aussi, magnifique. Enfin, je sais pas si c'est lui qui gravait ou il faisait des dessins pour la gravure, mais c'est assez étonnant. Hein. C'est vraiment dans la veine de ces graveurs dont on parlait récemment, là, allemands, belges, etc. C'était un précurseur pour ça aussi, je pense, qu'il gravait sur bois, évidemment. Voilà. Ouais. Et Robert, quand même, toi, qu'est-ce que tu as pu faire quand même d'extraordinaire? C'est qu'elle t'a sorti une petite boîte de pastels de son grand-père. Et j'ai touché un pastel que Grand Juan avait touché. Voilà. Non, mais c'est quand même assez miraculeux parce que je n'hésite pas. Miraculeux, je ne voyais rien de religieux là-dedans, mais parce que quand on va visiter les expos avec ma camarade, je suis toujours un petit peu fou de matériel d'artistes, d'ateliers d'artistes, etc. Et parfois, il se trouve que, des fois c'est un peu bidon, mais leur matériel, c'est du matériel neuf en réalité, mais il nous est arrivé, par exemple, quand on est allé voir de Delacroix, là, sa maison dans le 6e. Dans le 6e, ouais, et bien il y avait des palettes, il y avait un meuble de peintre de lui avec des palettes de lui, etc. Donc c'était là vraiment d'époque. Et on a vu aussi, par exemple, chez Rosa Bonheur, dans son atelier, il y a des palettes, il y a du matériel, des pinceaux, des tubes, etc., des chalets, évidemment, dont un monumental chevalet qui a dû être fait sur mesure par un ébéniste, voilà. Non, ça c'est... Ben, vous imaginez, j'ai touché un outil de Jules Grandjean. Voilà, donc on a plus la main. On a fait un peu le tour. On a simplement, oui, il y a une chose dont j'ai pas laissé dans le montage, c'est qu'on a parlé d'une fresque qu'il avait réalisée, qui est au château des Ducs de Bretagne à Nantes, qui s'appelle Honte. Enfin, c'est toute une fresque et il y a une écriture, c'est honte à celui qui ne se révolte pas contre l'injustice sociale. Voilà, mais non, mais vous voyez, voilà, c'est pas du tout un comment dirais-je, un fantaisiste, voilà, qui pose, hein. Mais dans tous ses actes, il était vraiment imprégné par toutes ces motivations de justice sociale, d'égalité, de fraternité, voilà, et aussi de ferment de révolte, on peut le dire. Non, c'est un grand personnage, non seulement de l'anarchie, mais aussi de l'évolution, si vous voulez, de notre démocratie, qui le laisserait pensif s'il revenait aujourd'hui.
Voilà, donc on remercie encore Noémie et Marianne pour cet après-midi enchanteur. Oui, et enchanteur, ce voyage dans l'histoire de l'art, quoi. Et je ne vous cacherai pas que quand je suis sorti, ma camarade, non, elle est toujours avec l'énergie, mais alors, qui me rend jalouse. Mais là, quand je suis sorti, moi, j'étais complètement HS. Alors là, mais comme souvent dans les interviews comme ça, avec des artistes ou des descendants d'artistes, ou quand on est confronté, si vous voulez, mais vraiment confronté à l'histoire, comme ça, l'histoire de l'art, c'est ça, quand même, ça secoue quand même. On ne peut pas regarder ça d'une fesse détachée. Ouais, d'ailleurs, on a quand même chacun dans notre coin rêvé encore la nuit, parce qu'il y a l'entretien qui revenait, qui bouclait un peu, on revivait les scènes qu'on avait vécues l'après-midi, quoi. Tout à fait. Voilà, on vous a fait un petit digest là de cet après-midi, mais bon, on en aura encore plein à raconter là-dessus, parce que les souvenirs reviennent, on revit ces moments, et je pense que ça revivra assez longtemps dans nos mémoires. En tout cas, on peut dire, encore une fois, un infini merci à la petite fille de Grandjoin et son arrière-petite-fille, Noémie et Marianne. Dans la grande ville de Paris, Dans la grande ville de Paris, il y a des bourgeois bien nourris, il y a des bourgeois bien nourris. il y a les miséreux qui ont le ventre creux. Ceux-là ont les dents longues, Vive le son, vive le son. Ceux-là ont les dents longues, vive le son de l'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion. Il y a les magistrats vendus, Il y a les magistrats vendus, il y a les financiers ventrus, il y a les financiers ventrus. il y a les argousins, mais pour tous ces coquins, il y a de la dynamite, Vive le son, vive le son. il y a de la dynamite, vive le son, l'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion. Il y a les sénateurs gâteux, Il y a les sénateurs gâteux, il y a les députés véreux, il y a les députés véreux, il y a les généraux, assassins et bourreaux, bouchés en uniforme, vive le son, vive le son. bouchés en uniforme, vive le son de l'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion. En nom de Dieu, faut en finir. À nom de Dieu, faut en finir. Assez longtemps geindre et souffrir. Assez longtemps geindre et souffrir. Pas de guerre à moitié, plus de lâche pitié. Mort à la bourgeoisie, Vive le son, vive le son. mort à la bourgeoisie, vive le son de l'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion. C'était la Ravachole interprétée par les 4 Barbus. Et tout de suite, sur Radio Soupente, nous y sommes toujours, enfin nous on y est, mais vous, on ne sait pas. Sur Radio Soupente, la voix des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à racaille, qui en a terminé avec sa partie artistique active, avec cette relation de notre après-midi chez la petite fille de Jules Grandjoin. Et tout de suite, les expositions. Alors, Bon, c'est des redites quand Ouais. même. C'est des redites pour Ferdinand Gueldry à Nogent-sur-Marne jusqu'au 29 mai. On n'ira peut-être pas jusque-là pour en parler à chaque fois. Transmission, transgression, là ça se termine, faut se dépêcher, au musée Bourdelle à Paris. Les affiches de presse, musée Eugène Carrière au 31 mars jusqu'au 31 mars, sachant que le musée Eugène Carrière, ce n'est que le dimanche après-midi de 15h à 18h. pour Bourdelle, c'est jusqu'au 3 février. L'instinct de la matière au musée Zadkine, ça c'est notre prochaine exposition, une exposition qui se termine le 10 février, musée Zadkine à Paris, rue d'Assas dans le 6e arrondissement. Et une nouveauté, c'est Géraldine Alibeux, une illustratrice qui expose jusqu'au 10 février les planches originales de son dernier album qui s'appelle Jean-Kévin. C'est à la librairie La Régulière au 43 rue Mira dans le 18e arrondissement. Et puis, le culturel de la semaine, alors là c'est du lourd aussi, avec Jour tranquille à Jérusalem de Mohamed Kassimi
et Jean-Claude Fall au théâtre. J'ai fait une faute au théâtre des Quartiers d'Ivry jusqu'au 8 février. Bon, je te laisse continuer. Écoute, depuis qu'on a reçu Sonia Feynman, Sonia Feynman sur les ondes de la radio, en fait, on est régulièrement mis au courant de ce qui se passe et ce que relaie l'ATL Génine, donc à Paris. Donc voilà, ça c'est une pièce qui concerne donc Jour tranquille à Jérusalem. C'est un état des lieux de ce qui se passe dans cet endroit du monde, vu depuis cette incroyable épopée de la création du spectacle d'Adel Hakim, des roses et du jasmin par le Théâtre national palestinien. Donc voilà, il y a plusieurs représentations, donc c'est jusqu'au 8 février. Voilà, mais je mettrai le lien sur l'affiche. Et puis Michel Korb qui chante Félix Lemarque au studio de l'Ermitage dans le 20e. Alors c'est un parent de Laurence et de Laurence et Liliane, en fait, de Claude Isner. C'est un parent de Claude Isner. Francis Lemarque était leur oncle. Donc Michel Korb, je crois, est le fils de Francis Lemarque et reprend donc les chansons de son papa, façon swing manouche. Donc il y aura une représentation le 19 février au studio de l'Ermitage dans le 20e arrondissement. Et le prix est de 15 € si on achète le jour même, je crois, et 13 € en prévente. D'accord. Et c'est à 21h. Le spectacle est à 21h. Voilà, alors n'oubliez pas, c'est quand même le fils de Francis Lemarque. Alors, je me demande si le fils de Mouloudji n'avait pas aussi repris un peu les chansons de son père. Enfin bon. Et Citizen Kane de Orson Welles. Ouais, donc Citizen Kane, un film que j'ai revu, mais avec un grand plaisir. Ce film qu'Orson Welles a fait quand il avait 25 ans, qui raconte donc la biographie de ce magnat de la presse qui meurt dans son château un peu qu'il a fait construire, ce grand manoir, et on le voit mourir sur son lit et il fait tomber une boule de verre avec de la neige en prononçant le mot Rosebud, ce qui intrigue tous les journalistes. Donc ça va être le prétexte en fait aux journalistes d'aller enquêter dans sa vie. Donc on va avoir des flashbacks permanents sur les épisodes de sa vie jusqu'à comprendre ce que veut dire ce mot Rosebud. D'accord. Je précise quand même que c'est un bonheur de jeu, de lumière, de décor. Enfin, c'est vraiment oui, c'est ça, c'est un très très grand film. Quoi. Ouais. Non, mais je dis ça à chaque fois, mais à cette époque, ils avaient des directeurs de la photographie qui savaient ce que c'était que la direction de photographie, voyez-vous. Voilà. En plus des jeux d'acteurs, c'est un bonheur de photographie. Et puis, alors, c'était sur... c'était sur Arte. Non, je l'avais emprunté à la médiathèque. Moi, Jack London, une aventure américaine, oui, c'est sur Arte. Magnifique documentaire sur la vie et l'œuvre de cet immense écrivain, qui est le plus vendu au monde encore aujourd'hui, Jack London. Une aventure américaine, je dirais, c'est une aventure même internationale, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui s'est baladé un peu partout dans le monde, en bateau, en traîneau à chien, etc. Voilà, et il a écrit aussi, c'est un socialiste américain, ce qui veut dire un communiste, quoi, si vous comprenez tout, si vous connaissez un peu l'histoire des États-Unis. Voilà, et qui, toute sa vie, il a jamais renié, et même qu'il a fait une fortune colossale en écrivant. Il est mort, je sais pas s'il n'était pas ruiné, mais enfin bref. Et il n'est jamais versé dans le capitalisme, il est toujours resté, avec ses idées depuis son enfance, qui était assez terrible, puisque c'était un orphelin. Enfin, sa mère était, comme on dit maintenant, une fille-mère, appelée à s'est remariée, et son père ne l'a pas reconnu, donc. Sa mère s'est remariée avec un certain London qui a donné son nom à Jack, et ils s'aimaient beaucoup tous les deux. Voilà, c'était vraiment, il avait trouvé un beau-père qui a bien remplacé son père. Et alors donc ce Jack London, moi ce que je retiens, enfin j'ai tous ces bouquins, qui ça me donne envie de les relire. Je les relirai peut-être pas tous parce qu'il y a des sacrées collections, mais bon, en tout cas. Ce qu'on peut retenir de son œuvre, hors Cro-Blanc, hors ces choses-là, qui sont très 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 médiatisées, etc., toujours aujourd'hui, c'est par exemple
un voyage dans les abîmes, non. Le peuple des abîmes. Le peuple des abîmes, ou voilà. le talon de fer, des bouquins qui sont encore complètement d'actualité. Oui, tout à fait. Parce que le peuple des abîmes, c'est l'East End à Londres, au début du XXe siècle. Et c'est, oui, au début du XXe, je pense, oui, quand il y est allé. Ou au XIXe encore. Parce qu'il est mort très jeune, il est mort à 40 ans. Alors, voilà. Où il est resté 1 an dans l'East End, mais vraiment en vivant les conditions extrêmes de ce peuple des abîmes, voilà, qui était la misère comme ça n'a même pas existé en France. On était pas mal non plus, mais bon, je crois que les Anglais, c'était pire. Enfin, depuis Dickens, hein, quand on lit Dickens, on se rend bien compte que c'était pas la joie quand on n'était pas riche. Hein. Bon, voilà. Et ça, il a fait le talon de fer aussi, comme l'évoque mon camarade. Et il s'est toute sa vie battu pour ses idées. Et ça, c'est qui est assez remarquable. Voilà. Et vraiment, il est mort très très jeune, à 40 ans, parce que il avait contracté des maladies infectieuses en se baladant avec le snark dans les mers du Sud. Et il s'est mal soigné. Enfin, il s'est soigné avec du mercure. C'était à ce moment-là, c'était ce qui était préconisé. Et ça l'a tué en fin de compte à 40 ans. Il est mort d'une crise d'urémie, c'est-à-dire qu'il avait les 2 reins qui étaient nazes, quoi. Ouais, donc c'est un doc qu'on peut regarder jusqu'au 2 février en replay, donc il n'y a plus beaucoup de jours sur Arte. Mais il était déjà passé il y a quelques temps, il repassera probablement. Oui, bien sûr. Non, mais c'est très important parce que, si vous voulez, des écrivains de cette nature, il y en a très très peu. Il y en a eu quelques-uns comme lui, mais c'est vraiment très très peu. Je le rapproche un peu de Tolstoï, curieusement, parce que Tolstoï, qui était un grand aristocrate, un comte russe, du point de vue du progressisme, etc., il a libéré tous ses serfs, etc. C'est un immense bonhomme de ce point de vue-là. Voilà, et Jack London est un peu dans cette lignée de ces grands personnages qui voilà, toute leur vie se battent pour que tous les hommes, quelles que soient leurs conditions sociales, soient toujours restent des humains. Qu'on leur permette de rester des humains, quoi. Voilà, c'était le culturel de la semaine. Hein, bon, la lecture, on n'a pas lu, on lit plus en ce moment, on n'a pas le temps. Moi, je suis en train de terminer un bouquin que m'a passé Laurence, donc j'en parlerai la semaine prochaine. Ah oui, puis moi j'ai trouvé dans une boîte à livres là, dans la rue, un bouquin où il y a 3 romans de Léo Mallet. Alors je vais m'y remettre, voilà, Léo Mallet. Alors donc je pourrais vous en causer peut-être un de ces 4 quand j'aurai fini, au moins un. Et bon, c'est la radio Soupinte, à la radio des Rapins, la station des Rapins sans foi, sans loi et sans Corbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur internet à racaille.fr. On remercie en passant, et pour finir, merci beaucoup, Claude et André, nos auditeurs de la nation bien-aimés, Karine, dite Karine Ouzette, la copine de ma camarade Piquet et tout, Marie-Christine Béguet, une graveuse émérite qui vit à Pugeot dans le Gard, Christiane, qui fait le ménage dans une librairie dont nous pas le rapport, qui est située rue Amelot, Claude et William, nos auditeurs bretons chéris, Jean-Paul Souvraz, un immense peintre, n'hésitons pas, allez, un immense peintre de coups de Kerbranche, du côté de Dunkerque, dans Schnour, Claudine, une amie aussi à ma camarade, qui a une bibliothèque d'art, je vous dis pas, à chaque fois ça me donne des sueurs quand j'en parle. Bon, Annick, qui est une militante, attention, c'est de la militance dure, hein. Voilà, et notre stalinien préféré Jean-Claude, Jean Peluzzi, qui nous envoie de temps en temps des infos intéressantes, ou drôles, ou moins drôles, mais toujours intéressantes, qui crèche dans le Val d'Oise, Corinne et Joël. Alors Corinne, notre tapissière émérite, alors on l'a fêté son anniversaire samedi dernier, dans le petit studio d'une autre artiste qui s'appelle Anne-Emmanuel, c'est des copines, hein. Et puis, voilà, et Joël, notre Arisène Ducaire, qui présentement, actuellement, est au Mali, et il a choisi le Mali pour, il y en a qui vont à Copacabana, non, lui c'est le Mali, voilà, le désert, tout ça, le Mali, ça le branche. Bon, quand on sait ce que le Mali en ce moment doit se gaver avec ceux qui se battent dans le désert, justement, Sabine, une artiste qui était là aussi pour l'anniversaire de Corinne, qui est une artiste aussi qu'on adore,
Et Anne-Emmanuel, je vous l'ai dit, qui nous recevait dans son studio Montreuil-Ouin. Frédéric, un copain de cette petite bande, et nous autres aussi, qui est un artiste qui habite à Lille, dans Schnorr, qu'on aime beaucoup, on lui fait des gros bisous. Juliette Planck, une graveuse, encore une bonne, mais alors ils se portent tous dans n'importe où, qui est en relégation à Rochefort-sur-Mer. Voilà. Clément, dont on n'a pas de nouvelles et on s'inquiète vraiment, qui est un graveur magnifique, sur bois. Agnès, et puis sur lino aussi. Agnès Dubar, une graveuse, on sort pas. Elle a trouvé comme relégation encore mieux, elle est en Ariège, dans un trou du cul du monde, impossible à joindre, mais enfin bon, c'est son choix, après tout. Frédé et Geneviève, alors on n'a pas de nouvelles, mais ça on a l'habitude avec elles sont pas très disertes, très communicantes, qui font partie d'un groupe qui s'appelle les Carnettistes Tribulants, dont on a reçu l'équipe en partie, dont on vous a parlé à plusieurs reprises. Pierre-André Danguin, un auditeur, Thierry Mourciot, un graveur belge magnifique, Colette, l'épouse du peintre Odon, décédé récemment, hélas, et elle est conservatrice de son œuvre, elle essaye de la diffuser, etc., de la faire connaître, elle se bat pour ça, voilà. Jacqueline Imbert, même chose, une femme d'artiste, artiste elle-même, qui son compagnon Raymond est parti prématurément à 50 et quelques années, voilà, c'est un jeune, épuisé par tout ce qu'il a fait dans sa vie d'artiste, et pas d'artiste, de bâtisseur aussi, parce qu'ils ont bâti à Ladus, dans un petit village de Bourgogne, un musée d'art populaire, faut voir le truc, le boulot. Non mais il y a des personnages quand même qui sont comme Grandjouan, quoi. C'est des Grandjouan, des milliers de dessins, des sculptures, des peintures, de tout, quoi, des bouquins et tout ça. Et comment dirais-je, Raymond Imbert, c'est un peu le genre, quoi, on peut dire. Et alors donc Jacqueline essaye elle aussi, comme Colette, de perpétuer sa mémoire. Voilà. Liliane et Laurence qui signent des polars sous le nom de Claude Isner. Ouais, et d'ailleurs, le 3e tome des Jérémy Nelson va sortir, le service de presse a eu lieu, donc bientôt, c'est début février, c'est La Poule aux œufs d'or va sortir, on en reparlera à ce moment-là. Pourquoi la poule de service de presse? Bientôt, il va arriver. Ah bon? Super. Bien. Michel Pellois, un artiste, un pote qui est mon voisin du dessus, qu'on a reçu dans mon émission à Racaille. Marie-Christine Perrondet, une militante, et son compagnon Christophe, militant, qui sont tous les samedis sur les Champs-Élysées, depuis le début. Hein. Et pourtant, c'est pas des gamins de 20 ans, c'est pas des black blocs, hein. Non, mais ils y sont, voilà. On a honte, nous, quand on sait ce qu'ils font et que nous, ce qu'on fait, quoi. Ce qu'on fait pas. Marie-France, une militante aussi de... Comment ça s'appelle? La FPS. La FPS, voilà, pour la Palestine, etc. Et puis la Rose Flamboyante, hein, qui sévit dans une radio concurrente, à 2 émissions, Flemmardise et des cailloux dans le poste. Dans l'engrenage. Dans l'engrenage, je me gourre tout le temps. Voilà, il faut l'écouter parce que c'est quand même un cas d'école. Hein. Et puis Aude, qui animait une émission qui s'appelait comment? Transbord sur une chaîne concurrente. Et Aude, qui a arrêté là momentanément, qui est une psychologue qui s'est beaucoup intéressée à l'atelier de l'art du fer, voilà, à Maison Blanche, qui poursuit d'ailleurs en ce moment une activité en ouvrant ce lieu 2 fois par mois, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, qu'on a visité d'ailleurs avec elle. Et puis Thierry de l'émission Trafic, et notre José Arthur National de l'émission Du Mélange sur une radio concurrente toujours. Vous connaissez laquelle, on ne va pas vous la citer parce que ça nous donne des aftes. Voilà. L'émission est à l'écoute sur notre blog aracaille.fr. Voilà. Salut, à bientôt. À la semaine prochaine, et on termine avec Mélismel aux arts. Et la semaine prochaine, on parlera de notre expo Zadkine, l'instinct de la matière. Ouais. Bonne semaine à tous, au revoir.
C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres Français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Comprime et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté, liberté chérie,